écoutez, ce qui est surprenant, c'est le silence. D'accord, moi je crois que je viens de casser ma caméra. Tout a volé dans la voiture. Bonjour à tous, nous sommes de retour chez Dacia Renault à Alès, que je remercie à nouveau pour leur gentillesse et la qualité de leur accueil, pour l'essai du coupé SUV Renault Arkana. Alors, petit problème pour moi, lorsque l'on rentre dans la voiture, il faut faire attention au pavillon qui est assez bas et sur lequel on risque de se cogner la tête. À l'arrière, le pavillon est plus haut qu'à l'avant, c'est donc moins problématique pour rentrer dans la voiture, on risque moins de se cogner la tête. Le siège avant est réglé pour ma taille, je mesure 1,73 m et au niveau des genoux, il me reste au moins 15 cm lorsque je suis assis à l'arrière. Le dossier est à une inclinaison qui convient pour les voyages et l'assise est très confortable. On va voir ça plus en détail, mais dans sa ligne générale et surtout celle de son capot proéminent qui remonte au-dessus de la ligne de pare-brise, cet Arkana me fait énormément penser, en plus moderne, à un Mercedes GLC. Le coffre est à ouverture manuelle, personnellement je préfère, et il offre suffisamment de place pour partir en vacances à 4 personnes. Les dossiers sont rabattables 2 tiers, 1 tiers et ça nous offre un plancher plat. Une ligne arrière moderne et sportive, des feux effilés, un bandeau lumineux qui rend le coffre moins massif, ainsi qu'un logo et un patronyme fièrement arboré, on peut dire que l'arrière de l'Arkana est très réussi. Sur la RS Line, un discret béquet rehausse la ligne de coffre. Sur cette vue, on voit bien la ligne du capot qui remonte au-dessus de celle du pare-brise. La RS Line a des roues très stylées avec un petit insert rouge très élégant. La signature lumineuse reprend le style de celle des Mégane et Clio. Elle a un capot avec 5 nervures en relief qui lui donne un style massif et élégant. Un gros logo, un spoiler avec fausse grille en nid d'abeille et des rétros effilés avec rappel lumineux et cette double nervure dans le prolongement du sigle RS Line rendent sa ligne à la fois élégante et sportive. Les clients ne s'y sont pas trompés, Renault a enregistré 3 fois plus de commandes que prévu pour l'Arkana. L'intérieur n'est pas en reste avec des plastiques moussés, des surpiqûres rouges et une imitation de fibre de carbone assez moyenne, cerclée de chrome. La RS Line est équipée de sièges ergonomiques chauffants en cuir et alcantara. Elle a aussi un petit volant sport rempli de boutons. La banquette arrière a 3 places, un accoudoir et les dossiers des sièges avant évidés sont munis d'aumônières. Afin de la rendre encore plus sportive et élégante, les designers ont eu la bonne idée de border les ceintures de sécurité d'un filet rouge. Sur la console centrale, on retrouve des boutons chromés pour la commande de climatisation automatique et des boutons d'accès aux différentes fonctions. L'Arkana n'est disponible qu'avec une boîte de vitesse automatique à 7 rapports. Voilà, donc c'est parti pour l'essai de ce Renault Arkana, pour lequel je vais évidemment avoir un niveau d'exigence bien plus important que pour le Dacia Spring. Donc, pied sur le frein, j'ai la carte électronique sur moi, j'appuie sur le stop, start, voilà, le moteur est démarré. Donc comme c'est un hybride non rechargeable, il démarre sur le moteur thermique et ensuite il passera automatiquement sur le moteur électrique lorsque lui le jugera nécessaire. Je vais enclencher la marche arrière.
Voilà, ça me l'indique au tableau de bord. J'ai la caméra de recul qui s'affiche sur l'écran central. Le frein à main qui est électrique se dessert automatiquement. Voilà, je n'ai plus qu'à accélérer et faire ma marche arrière. Alors là, j'ai appuyé sur le frein. Apparemment, c'est passé automatiquement en électrique. Voilà, je suis en drive, donc en marche avant. Et c'est parti. Alors écoutez, ce qui est surprenant, c'est le silence. Cette voiture, elle est d'un silence au ralenti qui est total. Écoutez. Je passe sur un petit dos d'âne. Un plus gros. Ça, c'est extraordinaire, l'absence de bruit qu'il y a dans cette voiture. Je vais tester les freins. Ça freine très très bien. Alors, on va commencer par faire un premier tour en ville. Ensuite, on fera de la route. Et pour finir, on fera de la voie rapide. Alors, comme dans la Spring, la direction est directe et précise et assez souple. On verra tout à l'heure sur la voie rapide si elle se durcit avec la vitesse ou pas. Là, je passe dans des nids de poules. La voiture est très confortable. Alors, c'est un confort plus ferme que dans la Dacia Spring, mais ça reste très confortable. Et en plus, elle filtre très très bien les bruits ambiants. Je suis en train de tester les différents affichages et là je vois qu'il y a la possibilité d'avoir le GPS sur l'écran principal en face de moi. Alors je voulais quitter le mode sport mais je ne suis pas tellement habitué à ces ordinateurs de bord et je ne trouve pas comment faire. Là je suis dans les rues semi-piétonnes et la voiture est très silencieuse. Je pense qu'il doit y avoir la possibilité d'émettre un bruit extérieur pour prévenir les piétons, sinon ça peut être quand même très surprenant pour eux. D'ailleurs, elle est tellement silencieuse que ça m'incite à parler doucement. À basse vitesse, cette voiture, elle me fait un petit peu penser à ce que l'on dit des Rolls-Royce, on dirait un tapis volant. Et d'ailleurs, écoutez le bruit des clignotants, on a l'impression qu'il est très fort, alors qu'en fait c'est un bruit normal et c'est la voiture qui est très silencieuse. Ça me fait penser aux Rolls toujours, où on disait que le seul bruit que l'on entendait dans l'habitacle, c'était celui du tic-tac de la montre. Ces dernières années, Renault a énormément évolué, que ce soit au niveau de la technologie ou au niveau des finitions. Là, on est quand même à un niveau de finition intérieure et d'aspect extérieur du véhicule qui, pour moi, est au niveau des marques premium. On marquerait Audi, BMW ou Mercedes dessus, personne ne ferait la différence. Alors il y a pas mal de boutons sur le volant qui permettent de régler toutes les fonctions. Elle dispose entre autres d'un limiteur de vitesse, d'un régulateur de vitesse. On peut régler évidemment le GPS, tout ça à partir du volant. On va prendre une route que je sais être en assez mauvais état. Ça va nous permettre comme ça de tester à la fois et le confort et la sonorisation de la voiture. C'est un assez gros trou, le confort est total. C'est une route que j'ai l'habitude de prendre avec mon 4x4 qui a des suspensions à long débattement. Et bien là, malgré que ce soit un petit peu plus ferme, on a un confort qui est pratiquement équivalent. Alors les modèles qui sont pure essence ont des palettes au volant, tandis que les hybrides n'ont pas de palette. On ne peut pas changer manuellement les rapports.
Donc là, je ne suis pas en récupération. Alors en drive, il y a deux positions, le D et le B. Le D ne permet pas la récupération d'énergie, tandis que le B le permet. Par contre, on est un petit peu plus performant en D. Nous allons donc faire une accélération de 0 à 80 km/h avec un freinage d'urgence. C'est parti. Ouf, ça pousse hein, quand même. D'accord, bah je crois que je viens de casser ma caméra. Tout a volé dans la voiture. Bon, ça va, la caméra qui était posée sur le siège a volé par terre, mais elle n'est pas cassée. Heureusement, à 1000 € la caméra, ça m'aurait fait mal au cœur. Par contre, on peut dire que le freinage est très puissant et très efficace. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont laissé de vrais boutons pour la clim. Moi, ça m'aurait vraiment cassé les pieds de devoir tout le temps passer par la console centrale pour tout régler. Alors, comment on enlève ce mode sport? Ça, j'aimerais bien trouver, tu vois. Il y a des boutons partout, c'est vrai que c'est très complet, on peut faire beaucoup de choses, mais moi ça m'agace un petit peu de ne pas trouver instantanément ce que je recherche. Et là je voulais quitter le mode sport, eh bien je ne trouve pas comment faire. Là, avec le mode régénération, c'est vraiment impressionnant. Je suis à 50 km/h. Je lâche le pied. 30, 27, 20, 16, 12, 10, 8. Je suis à l'arrêt. Je n'ai pas touché à la pédale de frein. La voiture s'est arrêtée toute seule. Avec un bon apprentissage, on doit s'y faire à toute cette électronique embarquée, mais pour quelqu'un qui prend la voiture avec juste quelques explications, c'est quand même plus que déroutant. On va faire un rond-point un peu rapidement. Ah non, ça tient bien. Ça tient bien, ça tient bien. Elle est vraiment rivée au sol. Changement d'appui, hop. Moi, je ne lui reproche. Moi, je n'ai strictement rien à lui reprocher en tenue de route. Elle tient très bien la route, cette voiture. Là, je suis à vitesse stabilisée 60 km/h. Et je ne sais pas, c'est peut-être qu'une impression, mais il me semble que le moteur est un petit peu haut en régime. Moi, je passerais bien un rapport supérieur. Petite accélération. Voilà, on passe de 40 à 80 km/h en 3 secondes peut-être. Par contre, je trouve que le moteur monte quand même pas mal dans les tours. Bon, ça c'est le problème des petits moteurs, hein. C'est un 1300 cm3. Il est vrai qu'on ne peut pas lui demander d'avoir le même couple qu'un gros moteur, même s'il est aidé par des moteurs électriques. Nous sommes sur la voie d'accélération, on va donc rejoindre la voie rapide. Voie d'accélération, on va s'insérer sur la voie rapide, 110 km/h, je lève le pied. Alors à 110 km/h, je ne sais pas si la voiture se rend compte qu'on est sur une voie rapide ou quoi, mais elle a enclenché le rapport supérieur. Le moteur tourne donc à un régime beaucoup plus faible et la voiture est très silencieuse. La direction s'est également durcie, ce qui est beaucoup plus agréable sur voie rapide que de conserver la direction souple qui, elle, est vraiment faite pour les manœuvres en ville. Alors, mon essai est en train de se terminer. J'ai fait de la ville, j'ai fait de la route, j'ai fait de la voie rapide. Quel est le bilan que je peux faire sur cette auto ? Avant de vous donner mon avis sur cette auto, je voulais vous dire qu'à la rentrée, très certainement en septembre, peut-être en octobre, je vous sortirai une vidéo assez exceptionnelle, quelque chose qui à ma connaissance ne s'est jamais fait sur YouTube et qui risque d'en faire changer d'avis pas mal d'entre vous sur les véhicules électriques. Ce sera une vidéo qui va nécessiter d'assez gros moyens logistiques, donc j'ai besoin de vous. Car YouTube à l'heure actuelle référencie assez mal mes vidéos, donc j'ai besoin que vous les likiez, que vous les partagiez et que vous les commentiez pour les faire mieux référencer, car un constructeur ou un concessionnaire ne me fera confiance pour ce projet que si mes vidéos d'essai font pas mal de vues.
Je compte sur vous. Alors, ce Renault Arcana, t'en penses quoi toi le petit chou? Tout d'abord, il faut savoir que je n'ai conduit que 2 fois des hybrides dans ma vie. La première fois, c'était un Honda Civic de 1998, équipé lui aussi d'un moteur thermique essence d'1,3 litre. Et la seconde fois, c'était un Cadillac Escalade de 2010, qui était équipé d'un V8 essence de 6 litres, en plus des moteurs électriques, bien sûr. Alors, au niveau esthétique, moi je l'ai trouvée élégante, raffinée, moderne, assez statutaire. On donne plus l'impression de rouler dans une voiture à 50 000 € que dans une à 30 000, alors que les prix vont de 29 000 à 36 000 € hors option. La qualité de fabrication et de finition est parfaite, le confort est excellent et l'auto est très silencieuse en usage normal. Au niveau de la consommation, Christopher tourne à 6 litres 100 au 100 km en faisant essentiellement de la voie rapide puisqu'il vit à Nîmes et travaille à Alès, ce qui me paraît raisonnable compte tenu du gabarit de l'auto. Gabarit d'ailleurs qui permet d'accueillir confortablement 4 adultes, plus leurs bagages et éventuellement leur chat. Alors au niveau des défauts, il y a celui commun à la plupart des SUV modernes, avec une ligne de toit basse et profilée à l'avant et une assise haute. On peut facilement se cogner la tête en entrant dans la voiture. Et le second, qui est propre à cette version hybride, c'est l'impossibilité de changer manuellement les rapports de la boîte auto. Alors en usage courant, ce n'est pas vraiment gênant, et lors de l'essai, j'étais en mode sport qui privilégie les hauts régimes, mais j'aurais quand même préféré que, comme dans la version essence, il y ait des palettes au volant. Troisième défaut, c'est la vision à l'arrière pour le conducteur. Dans le rétroviseur central ou en se retournant, on voit pas grand chose. Mais à part ça, moi je trouve que c'est une excellente voiture. En ville, entre l'insonorisation et le confort, j'avais vraiment l'impression d'être sur un tapis volant et elle attirait pas mal les regards. Sur voie rapide, elle est très silencieuse et lorsque l'on voit le prix moyen de vente, on comprend pourquoi le carnet de commande déborde. Après, il y a ces écrans avec leurs menus et sous-menus. Bon, une fois qu'on a l'habitude, ça ne doit plus poser de problème, mais moi j'ai vraiment galéré avec. En conclusion, à qui s'adresse cette auto? Renault vise en premier les familles et les retraités. Moi je pense que ça peut aussi intéresser les cadres, les commerciaux et tous ceux qui aiment les belles voitures. Personnellement, si je devais changer la mienne, je pense que je partirais plutôt sur de l'électrique et vous comprendrez pourquoi dans la grosse vidéo que je vous prépare pour la rentrée. Prochaine vidéo, je sais pas, j'ai bien envie de tester la Twingo électrique ou une Alpine. Tiens, mettez-moi dans les commentaires si vous voulez ce que vous aimeriez me voir essayer. Bonne semaine à tous, bonnes vacances pour ceux qui partent et bonjour chez vous.